Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant l'exploration et la programmation en tech. Alors dans cette vidéo on va s'intéresser aux tests qui jouent un rôle central en programmation. D'ailleurs quel que soit le langage de programmation que l'on utilise, les tests sont omniprésents, on les utilise tout le temps. Et donc ici on va voir les tests que met à disposition Tech pour programmer. Alors il faut savoir que les tests il y en a beaucoup, de différentes sortes en tech. On va pas les examiner tous, ce serait un peu trop long, on va juste examiner ceux qui reviennent le plus souvent, ce qu'on est amené à utiliser pratiquement tout le temps. Et si jamais, plus tard, on verra dans d'autres vidéos, si jamais il y a un test qu'on rencontre et qu'on n'a pas examiné ici, eh bien on le décrira le moment venu. Alors les tests en texte sont tous effectués par des primitives qui commencent, dont le nom commence par les caractères if qui signifie, alors if c'est si en anglais. Bon, je mets des pointillés parce qu'il faut d'autres caractères pour former le nom du test, puisqu'il y en a plusieurs, il faut bien les distinguer les uns des autres. Donc ici, on mettra des caractères plus tard pour former le nom de la macro. Après, on a l'objet du test, que je mets entre chevrons comme ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut comparer quelque part. Ici, on a le code qui est exécuté si le test est vrai. Et on finit délimiter si l'on veut la portée du test et la portée du code qui sera exécuté si le test est vrai. On finit par la primitive phi qui elle c'est toujours par phi que se termine un test, quel qu'il soit d'ailleurs ici. Alors comme dans plein de langages de programmation, si le test est faux, c'est facultatif, on a la primitive else qui elle va délimiter le code qui est exécuté si le test est faux. Voilà, donc alors ceci est facultatif, on peut très bien l'omettre si on n'a pas besoin d'exécuter un code si le test est faux. Et bien on omet le else, on omet cette branche là du code. Alors je signale simplement une primitive de ETEC qui s'appelle unless. Lorsqu'elle est mise devant un test, eh bien, elle inverse les deux branches. C'est-à-dire que si je mets ceci, eh bien, ce qui est après le if, ce sera le test qui est exécuté si le test est faux. Et après le else, ce sera le test qui est exécuté si le test est vrai. C'est juste une inversion des deux branches du test, des deux issues du test. Elle est parfois bien pratique, cette primitive unless, on verra pourquoi plus tard. Eh bien, un des tests qu'on rencontre certainement le plus souvent en tech, c'est le test ifx. Alors, qu'est-ce que fait le test ifx? Déjà, son champ d'action, il va regarder les deux tokens suivants qui le suivent. Bon, je vais mettre, par exemple, je sais pas, une macro grand A et une macro grand B. Pareil, je vais mettre, alors je vais pas mettre code exécuté si vrai, je vais mettre vrai comme ceci. Je mettrai un else. Je mettrai faux et je mets phi. Bon alors là les macros elles sont pas définies donc c'est pas très intéressant. Et bien je vais définir la macro grand A, je vais mettre n'importe quoi ABC par exemple, et je vais mettre la macro grand B, je vais mettre la même chose, pas la macro par contre, c'est les caractères, les tokens ABC. Alors on voit que les deux macros elles ont exactement le même texte de remplacement. Le test ifx va comparer les macros A et B au sens de leur signification, c'est-à-dire un peu en regardant leur texte de remplacement. Et comme les textes de remplacement sont égaux, eh bien, si je compile ceci, je vais avoir l'affichage vrai. Sans surprise. Si le macro B j'avais mis AB seulement, eh bien, les deux significations, c'est-à-dire les deux textes de remplacement des deux macros ne sont pas égaux, donc j'aurais évidemment obtenu faux. Alors attention parce que quand même, la signification de A et de B, c'est un peu ennuyeux d'ailleurs. Si je veux afficher la signification de la macro A et la signification de la macro B comme ceci, bon, ça me donne évidemment leur texte de remplacement, mais on ne peut pas savoir quel est le code de catégorie des tokens qui constituent les macros. En fait, ici, je vais
je vais ouvrir un groupe simple. Et je vais définir la macro B. Alors je vais mettre en gdef pour que la définir de façon globale. Et dans ce groupe simple, je vais modifier le cas de code. Je sais pas moi, de B par exemple. Et je vais dire qu'il est égal à 12. Alors que normalement ici, c'est le régime de cas de code par défaut. B est une lettre, donc son cas de code est 11. Donc ça fait qu'ici, la macro grand B va être définie avec A comme code de catégorie 11, B comme code de catégorie 12 et C comme code de catégorie 11. Alors on verra que je vais compiler ce code bien sûr. La primitive meaning va me mettre exactement les mêmes choses ici. L'embêtant avec la primitive meaning, c'est que ça donne juste les caractères, ça ne donne pas les cas de code. Et le test ifix ici, comme il est aussi sensible au code de catégorie, eh bien, il va être faux, bien que les caractères soient les mêmes. À cause du cas de code de B, ce test va être faux. Je compile. Le test est bien faux, bien que on a l'impression, avec la macro meaning, la primitive meaning, que les deux macros sont égales. Elles ne le sont pas à cause des codes de catégorie. Bien, le test ifix peut également comparer d'autres choses, c'est pas forcément des macros, ça peut très bien être des primitives. Si je compare la primitive relax et la primitive def par exemple, bon évidemment ce ne sont pas les mêmes primitives, donc leur signification en quelque sorte, c'est-à-dire le code qui est exécuté en interne n'est pas le même, donc le test va être évidemment faux. Si je mets évidemment def et def comme ça, le test est vrai. Le test ifix peut également comparer des tokens qui sont ni des macros ni des primitives, ça peut comparer deux caractères comme ceci. Bon, évidemment, ce ne sont pas les mêmes caractères, bien qu'ils aient le même code de catégorie qui est 12. 0 et 1 sont des codes de catégorie de 12. Comme ce n'est pas les mêmes caractères, le test va être bien évidemment pas vrai, faux. Oui, mais vrai, je ne sais pas du tout. Faux, voilà. J'ai eu peur. Je me disais, oulala, maintenant que 0 est égal à 1, ça va casser les mathématiques. Bien, pour finir un peu avec le test ifix, évidemment, si les deux choses que je compare ne sont pas dans la même catégorie, entre guillemets, c'est-à-dire si je compare un token avec une primitive, ça n'a aucune chance, le test n'a aucune chance d'être vrai, il sera toujours faux, quel que soit le caractère que je mets ici. De la même façon, si je compare une macro, quelle qu'elle soit, je vais mettre A ici, avec une primitive, de la même façon, le test n'a aucune chance d'être vrai, même si le texte de remplacement de la macro A c'est relax, le test sera faux. Pourquoi? Parce qu'en fait, A est une macro, elle a un texte de remplacement, alors que relax est une primitive. D'ailleurs, si j'affiche via la primitive meaning ce que sont grand A et relax ici, hein. Ici, meaning et grand A, ça affichait ceci, ça dit bien que c'est une macro dont le texte de remplacement est relax, alors que si je fais meaning relax comme ceci, eh bien j'obtiens il n'y a pas écrit macro devant, ça veut dire que c'est une primitive. Donc le test est faux. Quel que soit le texte de remplacement d'une macro, elle ne peut pas être égale à une primitive. Alors dernière remarque pour le test ifix, c'est-à-dire qu'il est, si on peut parler de façon résumée, berné par la let égalité. Si au lieu d'écrire ceci, si j'avais défini une macro grand A par cette ligne-là, si au lieu de ça j'avais écrit let grand A égale relax, j'enlève ceci maintenant. La macro grand A, je ne devrais pas dire macro, je devrais dire séquence de contrôle ici. Alors j'ai la flemme intellectuelle de dire séquence de contrôle ou primitive.
j'ai un peu tendance à employer le mot macro un peu tout le temps. Alors ici, c'est pas une macro, c'est une séquence de contrôle. Ça, c'est une primitive, ça, c'est une primitive. Donc on va parler justement, on va dire la séquence de contrôle grand A qui est définie ainsi par let devient, le fait de cette assignation, devient une primitive. On va le voir d'ailleurs quand on va compiler, quand on va mettre mining grand A, eh bien, ça va donner exactement le même résultat ici que si je faisais mining relax. Parce que la let égalité, en fait, rend les choses parfaitement égales, contrairement à la primitive def. Et donc ici, le test va devenir vrai. On compile. On voit bien que la primitive mining donne relax et relax, tout comme ici avec grand A, tout comme ici avec la primitive. Et le test devient vrai. Bien, venons-en maintenant au test suivant, qui est le test ifnum, qui, tout comme le test ifix, est très utilisé, on le rencontre quasiment tout le temps. Alors, la fonction du test ifnum, c'est de comparer deux entiers. Bon, je l'ai noté A et B. Pour l'instant, bien sûr, ce sont des nombres, normalement des nombres entiers. Alors, le signe de comparaison entre les deux nombres, c'est soit le signe égal, donc ça teste l'égalité, soit le signe strictement supérieur, soit le signe strictement inférieur. Voilà les trois tests, égalité, et inégalité stricte, dont dispose le test ifnum. Bon, là on va mettre... Voilà, je vais mettre test vrai ici. Et là je vais mettre test faux. Évidemment, 15 n'étant pas égal à 16, si je compile ceci, je vais obtenir test faux naturellement. Et si j'avais mis 15 égale 15, eh bien j'aurais obtenu test vrai. Alors, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que lorsque, comme dans toute zone où NuTech s'attend à lire un nombre, il est en phase de développement maximal. Imaginons que j'ai défini une macro grand A, dont le texte de remplacement est 1, 2, que je n'ai fini une macro grand B dont le texte de remplacement est 3, 4. Et bien ici, je mets AB, comme ceci. Donc étant en phase de développement maximum, la macro grand A va être développée au maximum, ça va donner 1, 2. Et comme le nombre n'est pas arrêté par 1, 2, il peut toujours continuer, donc tech continue le développement au maximum. Il va aussi développer la macro B, donc on va obtenir 3, 4. Et donc en fait le nombre qui va résulter de ce développement maximum, c'est 1234. Et on peut s'en assurer en mettant ici 1234. Le test est vrai. Alors ici j'aurais très bien pu mettre une macro grand C. Voilà. Alors là encore, comme texte attend à lire en nombre, il est en phase de développement maximum, donc il va développer C pour donner 1, 2, 3, 4. Il va essayer de continuer le développement maximum. Pour la tabulation ici est ignorée en début de ligne, donc il va tomber sur le caractère T, qui ne peut pas faire partie d'un nombre, donc la lecture du nombre va s'arrêter ici, et le test sera vrai, comme tout à l'heure. Alors il y a un piège qui guette tout programmeur, y compris moi. Imaginons que dans la branche du test vrai, je mette 1 comme ceci, parenthèse, test vrai, et ici 2, une parenthèse, test faux par exemple. Et bien ici, cette fois-ci, le développement maximum va développer la macro C, va donner 1, 2, 3, 4, et le développement maximum va continuer, donc il va, bon, cette tabulation est ignorée, et il va aussi prendre en compte ce caractère 1, comme faisant partie du nombre qui est à droite du signe égal. Donc en fait le nombre que le tech va voir à droite du signe égal, c'est pas 1234, c'est 12341 ici. Donc si je compile ceci, cette fois-ci le test est faux. Alors pour stopper la lecture du nombre après le développement maximum ici de la macro C, on peut très bien mettre relax. La primitive relax, elle va stopper le développement du nombre puisque elle ne peut pas faire partie d'un nombre que tech lit. Donc le test, la lecture du nombre va se stopper ici. Je compile, je me suis trompé de touche, pardon.
Cette fois-ci, j'obtiens bien un test vrai. Aussi, pour stopper la lecture d'un nombre, on peut mettre un espace. Sauf que l'espace, je ne peux pas le mettre comme ceci parce que la règle dit que dans le code source de TeX, si un espace suit une séquence de contrôle, eh bien, il est ignoré. Par contre, je peux mettre la macro space. Alors cette macro space, elle est définie dans le noyau LaTeX, ici à la ligne 129. Et son texte de remplacement, la définition est très simple, c'est juste le texte de remplacement est un espace. Donc le développement maximum va développer la macro C 1, 2, 3, 4, le développement maximum va continuer, la macro space va être développée en un espace, qui lui va être pris en compte puisque il n'est pas écrit explicitement dans le code TeX à la suite de la séquence de contrôle. Et donc cet espace va stopper la lecture du nombre, et en plus, c'est une règle de TeX, c'est quand un espace est suivi, quand un nombre est suivi d'un espace, et bien cet espace est absorbé par la lecture du nombre, donc il disparaît de la circulation en fait. Ce qui n'est pas vrai pour la primitive relax. Si je mets une primitive relax après la séquence de contrôle C, elle stoppe la lecture du nombre, certes, mais le relax, il va rester là. Il n'est pas absorbé par la lecture du nombre. Bien après, pour les tests d'inégalité, bon, je vais enlever tout ceci, là, je vais mettre... Bon, ça, évidemment, c'est faux. Donc je vais enlever les petits 1 ici et les petits 2 pour ne pas fausser les tests. Ce qui est embêtant, c'est que je ne peux pas tester une inégalité large. Je ne peux pas écrire ça, comme on peut l'écrire dans plein d'autres langages. Si je compile ceci d'ailleurs, je vais me prendre une erreur de compilation parce qu'il va me dire qu'il atteint un nombre, je pense. Voilà, ici, nombre manquant parce qu'après le signe strictement supérieur, il attendait un nombre ici. Il a vu un signe égal, donc il m'a mis nombre manquant. Donc on ne peut pas tester une inégalité large comme ceci. Essayons de faire sur un exemple. Je vais mettre dans une macro âge, je vais mettre 25 par exemple, l'âge d'une personne. Et dans une macro majorité, eh bien je vais entrer l'âge à partir duquel on est majeur. Alors, on va mettre 18 puisqu'on est en France. Et donc je ne peux pas tester si l'âge il est supérieur ou égal à la majorité. Je me relaxe toujours après, par sécurité. Je ne peux pas écrire ceci. Je ne peux pas tester si l'âge est supérieur ou égal à la majorité. Je peux tester que si l'âge est supérieur à la majorité. Ici je vais mettre majeur. Et là je vais mettre mineur plutôt. Bon, si je compile ceci, bien sûr j'obtiens majeur, mais si je mets l'âge à 18, comme ceci, bien j'obtiens mineur parce que j'ai testé une inégalité stricte. Alors comment faire pour tester une inégalité large? Bon, c'est pas du tout compliqué. En fait, une inégalité large, c'est le test contraire d'une inégalité stricte. Alors on va se servir de la primitive unless ici, la primitive de ETEC. Et je vais inverser le test, je vais mettre strictement inférieur. Ce qui veut dire ici que, comme j'ai deux inversions avec unless et que j'ai mis le test contraire à l'inégalité large, et bien ici, ça va me mettre majeur, même si l'âge il est égal à la majorité. Voilà, ici je mets un âge plus grand, 20 ans par exemple. Bon alors bien sûr, on ne peut pas écrire explicitement une inégalité large, mais on peut, grâce à la primitive unless, bien faire, en inversant le test ici, faire tester à TeX une inégalité large. On va finir ce petit passage en revue des tests de TeX par deux tests qui sont if et if4. Alors avant que j'entre dans le détail de ces deux tests, eh bien, ce qu'ils font, c'est chacun d'entre eux teste une des deux caractéristiques intrinsèques des tokens pour TeX, c'est-à-dire le code de caractère et le code de catégorie. Je prends une lettre, par exemple au hasard, je prends la lettre A.
Eh bien son code de caractère, je vais le faire afficher, c'est voilà, c'est une façon qu'on avait vu de former en nombre. Cette espèce d'assemblage là qui n'a pas l'air très logique, c'est le nombre qui représente le code de caractère de la lettre petit a ici. Et le code de catégorie, et bien pour l'afficher, je vais faire ceci. Je vais commenter ceci parce qu'il va pas être content parce que les if vont pas être équilibrés par les phi. Bon voilà pour le caractère petit a, et bien son code de caractère c'est 97 et son code de catégorie on le sait, il fait partie de la catégorie des lettres, c'est 11. Alors je vais, pour ordonner les choses, je vais faire on va mettre en premier le test if et on mettra ensuite le test if4. J'efface tout ça. Bon, ils fonctionnent un peu de la même façon tous les deux, donc on va commencer par le test if qui lui teste si les deux tokens qui le suivent ont ou pas le même code de caractère. Bon, si je mets ceci, je vais mettre test vrai. Et puis je vais recopier ça. Je vais le mettre là. Je n'oublie pas de mettre un par ici et de mettre un par ici. Et là je vais mettre if4 évidemment. Bon, alors les deux tokens comme c'est les mêmes, les deux tests vont être positifs évidemment. Là il va regarder si le code du premier token 97 il est égal au code du deuxième token, il va trouver 97 et 97, et là les deux codes de catégorie sont les mêmes puisque A et A c'est la même chose, ils ont chacun un code de catégorie de 11 de test vrai. C'est plus clair avec une ligne horizontale, voilà. Je l'ai mis A et B. Le test if sera négatif puisque les deux codes de caractère ne sont pas les mêmes. Par contre, le test if4 va être positif parce que A et B sont tous les deux des lettres de code de catégorie 11. Voilà comment on s'y attend. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que les deux tests if et if4 entrent en phase de développement maximal jusqu'à tomber sur deux tokens non développables qui sont ensuite comparés. Alors, avant de passer au test, j'ai défini le macro grand A, je vais mettre foo bar de foo et une macro grand B bar. Qu'est-ce qui va se passer si je teste la macro A et la macro B dans les deux cas? C'est trompeur, c'est pas les macros qui vont être testés, c'est pas du tout le test ifix, hein. C'est ce qui va être issu du développement maximum de ce qui suit les deux tests if et if4. Donc dans un premier temps, la macro A va être développée en foo. Donc en fait, il va se passer ceci ici. Et Tech aura assez déjà de tokens pour effectuer son test. Donc le test qu'il va effectuer, c'est entre la lettre F et la première lettre O. Donc comme elles n'ont pas le même code de caractère, ce test va être faux. Et ici, pareil, ça va être le code de caractère de F va être égal, le code de catégorie de F va être égal au code de catégorie d'O, donc le deuxième test va être vrai. Je me suis encore trompé de touche. Encore une fois, décidément, c'est pas possible ça. Voilà, test faux pour le premier. Alors ce qu'on voit ici, eh bien, je vais développer la macro A ici à la main.
La portée du test, en fait, elle s'arrête ici. Je vais mettre tout ce qui est au-delà de la deuxième lettre O, c'est comme si c'était dans la branche vraie du test. Comme ce test il est vrai, le code de catégorie de F est égal au code de catégorie de O, et bien le deuxième O, toute la macro B et test vrai se retrouve dans la branche vraie du test, hors de la portée du test si on veut. C'est pour ça qu'on les retrouve ici. Le deuxième O de foo, ça c'est le développement de la macro B, puisque c'est passé dans le flux de lecture de tech, donc c'est développé, et après j'ai test vrai. Donc il faut toujours se méfier, surtout pas confondre le test ifx et le test if ou ifcat, qui eux développent au maximum, alors que le test ifx ne développe pas. Bien, on va illustrer maintenant que le premier test peut être vrai et le deuxième test peut être faux. Donc je vais mettre dans le texte de remplacement de la macro A petit a et dans le texte de remplacement de la macro B petit a, sauf que la macro B, je vais la définir dans un groupe simple comme ceci, avec gdef pour que l'assignation soit globale, et ici je vais modifier le code de catégorie de A, je vais le mettre égal à 12. Voilà. Et donc je vais, pareil, tester les développements des macros A et B. Donc je vais remettre ici proprement A, B. Je compile. Le test if est vrai parce que le code de caractère de petit a est égal au code de caractère de petit a, quel que soit leur code de catégorie. Et le test if 4 est faux, puisque là, le développement de la macro A donne un token de 4 code 11 et le développement de la macro B donne un caractère de 4 code 12. Donc ce test-là est faux logiquement. Bien, il nous reste une dernière petite précision à apporter au test de texte, c'est comment se développent-ils et d'ailleurs sont-ils développables. Alors tous les tests de texte sont développables, c'est-à-dire que une fois qu'on les développe, eh bien cela donne un nouveau code tech qui est ensuite exécuté. Bon, on va choisir n'importe lequel des tests. Alors, le plus simple c'est ifnum, celui qui est le plus, on va dire, visuel et le plus facile à comprendre. Je vais mettre comme d'habitude code vrai et code faux, ce qui pourrait être n'importe quoi, ça pourrait être des assignations, etc. Et on va essayer de voir, on va essayer de rendre la chose visuelle, de voir comment va se développer le test, s'il est vrai comme dans ce cas, ou s'il est faux comme dans celui-là. Alors pour voir les choses, eh bien, on va utiliser une primitive de etec qui s'appelle detokenize, qui admet juste après elle un texte entre accolades. Donc encore une fois, c'est une primitive qui doit être suivie d'une accolade. Donc ici, entre la primitive et l'accolade, j'ai le droit de mettre des primitives de développement expand after. Bon, là je mets rien pour l'instant et donc je vais compiler ce code. Eh bien, on voit que la primitive detokenize rend tous les tokens, les transforme en quelque sorte, elle les détokenise en caractères qui sont tous de 4 codes 12. Donc cette contre oblique, I, F, N, U, M, tout ça, ce sont des caractères de 4 codes 12. Et il n'y a bien que l'espace, ici par exemple, ou ici, puisque les retours chariots sont égaux à des espaces, qui reste de 4 codes 10. Tout le reste est transformé en code de 4 codes, en caractère de 4 codes 12, ce qui est bien pratique pour voir les choses. Et bien on va développer une fois le test qui est ici. Donc je vais mettre un expand after ici. Et quand l'expand after va développer le test, eh bien ce qui reste après le nouveau code qui va être généré par ce développement, eh bien, il va être affiché tel quel par la primitive detokenize. Alors quand le test est vrai, comme ici, ce qui reste après le développement du test, eh bien, c'est la branche vraie du test, le else,
la branche faux et le phi. Alors quand tout ceci va être exécuté, c'est-à-dire si c'est pas dans le champ d'action de la primitive des tokenize, eh bien le code vrai va être exécuté. Tech va se rappeler que le code était vrai, donc il va développer ce else là. Et en développant ce else, eh bien, ça va tout avaler jusqu'au phi, donc tout ça va disparaître. Et donc il y a simplement le code vrai qui serait exécuté. Alors maintenant je vais mettre un test faux. Et je vais développer ce test faux, pareil, en compilant ce code. Et bien voilà ce qu'il arrive après que le test ait été une fois développé. Donc quand le test est développé et qu'il est faux, eh bien il avale tout jusqu'au else compris et il fait disparaître tout ça. Et il laisse ce qui reste après dans le flux de lecture de tech. Donc il va rester code faux qui est écrit ici et il reste encore le phi qui, une fois que la branche faux ici sera lue, quand le phi sera exécuté, eh bien il disparaît simplement parce que tech se rappelle qu'il est dans un test. Et donc pour équilibrer les tests avec les phi, eh bien lorsqu'il lit le phi, il l'absorbe tout simplement et il n'en reste plus rien. Voilà les deux développements. Alors je vais les mettre deux fois. Alors on va garder comme ça un test vrai, un test faux. Voici donc les deux développements du test. Test vrai disparaît et il laisse dans le flux de lecture tout ça, sachant qu'il n'y a que ça qui sera exécuté parce que quand le else va être lu, il va tout absorber et tout faire disparaître jusqu'au phi, et quand le test est faux, le test disparaît, la branche code vrai disparaît, le else disparaît aussi, et il ne reste plus que dans le flux de lecture ceci et ceci, code faux et le phi, code faux qui sera exécuté et le phi qui disparaîtra lorsqu'il sera développé plus tard. C'est la façon dont se développent tous les tests de tech, c'est ainsi. Allez, mettons en application un peu tout ce qu'on a vu dans ce chapitre, c'est-à-dire le stockage d'informations, le développement et les tests. On va définir une macro qui teste si son argument est vide ou pas. On avait déjà écrit une macro ifempty dans une précédente vidéo avec des arguments délimités qui fonctionnaient bien. Bon, le code qu'on avait utilisé à l'époque, il n'était pas du tout intuitif, c'était pas du tout lisible. Ici, on va essayer de mettre en œuvre des choses un peu plus intuitives. Donc la première idée, c'est de définir une macro privée. On va l'appeler... Bon, comme ceci, j'aurais pu mettre un arrobase et me mettre dans le préambule et déclarer l'arrobase comme une lettre. On va laisser comme ça. Et le texte de remplacement de ma macro temp là va être l'argument de la macro ifempty. Et avec mon test ifix, je vais tester si la macro temp, c'est-à-dire son texte de remplacement, est vide ou pas. Mais il me faut une autre macro. On va définir une macro empty vide comme ceci. Et comme ceci, si j'écris ces deux tokens là après ifix, eh bien il va comparer les textes de remplacement de chacune, et donc il va comparer l'argument de la macro ifempty à quelque chose qui est vide, et ça testera donc si l'argument ici est vide ou pas. Bon, alors attention, parce que la macro empty elle est définie dans le noyau LaTeX quelque part. Ici à la ligne 576, elle est déclarée, en fait elle est déclarée, elle est égale à une macro privée empty comme ceci, que je vais chercher. On va mettre au début pour pas la rater. Voilà, on a une macro privée empty qui est définie exactement comme on a fait nous, avec un texte de remplacement vide. Et plus tard dans le noyau LaTeX, beaucoup plus tard, voilà ici, donc la macro empty qui est publique, celle-là, elle n'a pas d'arrobase dedans, dans son nom, est rendue, elle est égale à la macro empty. Donc ça veut dire qu'ici, en fait, j'ai même pas besoin de mettre la macro empty ici, elle est déjà définie dans le noyau LaTeX. Bien, eh bien, si le test est positif, l'argument est vide. Et si le test est négatif, eh bien l'argument est non vide.
Bon, évidemment, il ne faut pas coder en dur vide et non vide. En fait, ce qu'on souhaiterait, de toute façon. Ici, je vais mettre l'argument à tester. Je vais mettre 1, 2, 3, 4. Et puis ici, je vais mettre code vrai dans une première accolade et code faux dans une deuxième accolade. Ce qui veut dire que la macro ifempty, elle va lire deux arguments de plus, c'est-à-dire celui-ci et celui-ci. Je vais mettre argument 2, argument 3. Ici, je vais mettre argument 2. Je commande pour pas avoir d'espace parasite. Et ici, je mets argument 3. Bon, je vais le faire fonctionner dans deux cas. Un cas où l'argument il est vide, un cas où l'argument il n'est pas vide. Je compile. Je vais mettre le LaTeX, voilà, comme ceci. On va voir. Bien, dans ce cas, l'argument n'est pas vide, donc c'est le code faux qui est exécuté. Et dans ce cas, l'argument est vide, c'est le code vrai qui est exécuté. Donc on a réussi, avec, en comparant les textes de remplacement de deux macros, à définir une macro ifempty. Elle a un défaut cependant, cette macro ifempty, c'est comme il y a une assignation ici dans son texte de remplacement, eh bien elle n'est pas purement développable. On peut pas, je pourrais pas mettre, je pourrais pas définir une macro grand A comme ceci. Où dedans j'invoque la macro ifempty parce que le développement maximum va se produire ici. Donc il va toucher def, le développement maximum. Alors def se développe en def. Et le problème c'est que le développement maximum va s'appliquer à la macro temp. Et comme elle n'est pas définie, eh bien tech va me le dire, on va le compiler. Il va me dire qu'il y a une macro non définie, c'est certainement la macro temp. Voilà, ici, il me dit séquence de contrôle non définie, donc c'est ça. Donc il a développé le def qui donne def, il a essayé de développer temp qui n'est pas défini. Donc on en revient toujours au même point, c'est que toute assignation en tech n'est pas développable. Donc un défaut de cette façon de faire, eh bien, c'est que la macro qu'on obtient n'est pas développable. Alors dans le but de rendre la macro ifempty développable, est-ce qu'on peut se passer d'une assignation ici? Alors oui, l'astuce consiste à entourer, si on veut, l'argument dont on veut tester s'il est vide ou pas par deux primitives, souvent on met relax. Alors qu'est-ce qui se passe si l'argument est vide? C'est comme s'il était remplacé par rien du tout ici, c'est comme s'il disparaissait en quelque sorte. Là, c'est le test qui est fait si l'argument 1 est vide, eh bien, la primitive relax étant égale à la primitive relax, eh bien j'ai bien le code ici 2 qui est exécuté. Et à l'inverse, si l'argument 1 n'est pas vide, si par exemple c'est 1, 2, 3 ici, alors, le test s'effectue sur les deux premiers tokens, c'est sur la primitive relax et sur le caractère 1 qui ne sont pas égaux, donc le test est négatif et c'est bien l'argument 3 qui est exécuté. C'est une façon de faire qui fonctionne assez bien. Voilà, je n'ai pas d'erreur de compilation bien sûr. Et c'est une façon de faire qui est développable. C'est-à-dire que si je mets la macro ifempty dans une macro grand A définie par edef, si je compile ceci, je n'ai pas d'erreur de compilation et on peut même afficher quelle est la signification de la macro grand A. Eh bien c'est le développement maximum de l'argument 3 ici, c'est-à-dire code faux. Et en plus j'ai oublié un commentaire ici. Alors je reviens en arrière. Le seul petit souci qui va se présenter et qui fait échouer le test ici, ou qui le trompe, on va dire, si jamais l'argument numéro 1 de la macro ifempty commence justement par relax, alors là on est foutu parce que ici cet argument va être remplacé par ça. Et le test va s'effectuer sur ces deux relax là, donc il va être positif, donc c'est-à-dire que tout ça va être exécuté. Donc non seulement le test il est faux parce que l'argument n'est pas vide, mais en plus on va avoir des choses en plus ici qui vont être exécutées.
on voit bien ici que ce qui restait, c'est-à-dire ce relax, enfin ce 1, 2, 3, pardon, suivi du relax, a été exécuté avant que l'argument 2 ne soit exécuté lui-même. Donc c'est un inconvénient de cette façon de faire, c'est que si jamais l'argument dont on veut tester s'il est vide ou pas commence par relax, eh bien le test est faux, et en plus on se prend des caractères indésirables dans la sortie. Bon, alors comment faut-il s'y prendre pour écrire une macro ifempty qui fonctionne un peu dans tous les cas, qui soit fiable? Alors c'est pas le test ifix qu'on va utiliser, c'est le test ifcat, qui lui lance un développement maximum jusqu'à tomber sur 2 tokens non développables dont il compare les codes de catégorie. La primitive relax, elle, se développe en elle-même, donc le code de catégorie de toute séquence de contrôle, c'est un cas de code qui est à part. Et en développant l'argument ici au maximum, eh bien, il va aussi développer relax, et donc il va tomber sur la même chose, et donc on va avoir exactement le même problème que tout à l'heure avec le test ifix. Nous, ce qu'on va mettre, c'est ici la primitive detokenize qui appartient à etec. Elle est purement développable, la primitive detokenize, et son effet, c'est de détokeniser ce qui se trouve dans son argument entre accolades, c'est-à-dire tout transformer en caractère de 4 code 12. Donc si je mets ceci, de relax et ce 1, 2, 3 là-dedans, l'effet du développement de la primitive detokenize, ça va être de détokeniser déjà la primitive relax, c'est-à-dire transformer relax en un premier caractère de contre oblique de 4 code 12, une lettre R de 4 code 12, une lettre E de 4 code 12, etc. Donc tout va se retrouver de 4 code 12 là-dedans. Ce qui fait que le test ifcat va tester si la primitive relax, qui elle est une primitive à un code de catégorie spéciale, a ou pas le même code de catégorie que cette contre-oblique qui devient de 4 code 12. Et comme c'est pas le même code de catégorie, eh bien le test est faux. Voilà, c'est ainsi que c'est la façon la plus sûre et la plus fiable de programmer un test ifempty, c'est de se servir du développement maximum initié par la primitive ifcat. D'ailleurs, si on avait mis la primitive if, qui elle s'intéresse au code de caractère, ça aurait fonctionné pareil. Le code de caractère de toute séquence de contrôle, c'est un code de caractère à part qui est égal à aucun autre code de caractère d'un caractère précis. Et ici, le code de caractère de la contre-oblique n'est pas égal au code de caractère de relax, donc ça fonctionne également parfaitement. Bon, on met souvent ifcat. Bien, tel qu'elle est programmée, notre macro ifempty fonctionne bien, est fiable, fonctionne dans tous les cas. Elle a tout de même un petit défaut, ou un gros, ça dépend comment on voit les choses. C'est-à-dire que l'argument 2, c'est-à-dire le code vrai et le code faux pour l'argument 3, lorsqu'ils sont exécutés, à la fin d'exécution ici, eh bien, ce qui va se passer, c'est que d'abord, avant d'accéder à la suite du code ici, dans le code source, eh bien, le else, l'argument 3 et le phi vont être développés, c'est-à-dire ils vont disparaître. Et si jamais c'est le code faux qui est exécuté, eh bien, à la fin de l'exécution du code faux, eh bien, ce que l'on voit après, c'est phi, et c'est pas ce par exemple ici. Ce qu'on voudrait, c'est que rendre en quelque sorte le test un peu terminal, c'est-à-dire que l'argument 2, eh bien, après lui, il n'y a rien du tout, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on développe ceci avant que l'argument 2 ne soit exécuté. Et pareil pour l'argument 3, on voudrait qu'il n'y ait rien après, c'est-à-dire qu'on voudrait que le phi soit développé avant que l'argument 3 ne soit exécuté. Alors on ne peut pas mettre un point d'expand after ici. Si je mets expand after ici, ça ne marche pas parce que je ne sais pas du tout combien de tokens représente l'argument 2. D'ailleurs ici l'argument 2, ça en fait il y a 4, 5, il y a 10 tokens. On ne peut pas mettre un point d'expand after ici. On ne sait pas à l'avance combien il y aura de tokens. Donc c'est une façon de faire, on ne peut pas s'y prendre. Et pareil pour l'argument 3, je ne peux pas mettre un expand after ici. En fait, il faudrait que j'ai une macro ici. Pour l'instant, je vais l'appeler X et pour l'instant, je vais l'appeler Y. Alors là, ça fonctionnerait. Puisque la macro c'est un seul token, et bien l'expand after ici développerait else et phi, et du coup après la macro X, et bien il n'y aurait plus rien du tout, on accéderait directement à la suite du code ici. Et pareil pour la macro Y. Alors qu'est-ce que vont faire ces macros X, Y? En fait c'est très simple, c'est que l'argument vrai et l'argument faux ici n'ont pas à être lus par la macro ifempty. C'est les macros X et Y
qu'on va charger de lire les deux arguments suivants, c'est-à-dire ça et ça, et de sélectionner le bon selon l'issue du test. Alors la macro X devra sélectionner le premier argument qu'elle va lire, et la macro Y devra sélectionner le deuxième argument. Bon, c'est X et Y, c'est pas terrible comme nom. Je vais mettre Select First. Pour la macro X qui doit lire deux arguments et sélectionner le premier des deux, je vais mettre Select Second pour Y. Alors la macro Select First va lire deux arguments, et donc son code de remplacement, ça va être le premier. Pareil pour la macro Select Second, voilà, qui va donc lire deux arguments exactement pareil, et son texte de remplacement sera le second argument. En procédant comme ça, eh bien, le code vrai, c'est-à-dire ici, comme l'expand after aura développé tout ça, la macro select first, elle ne voit rien du tout après elle. Donc en fait, l'argument 1, l'argument vrai, sera à la fin de tout ce code et ne verra pas le else, et pour l'argument faux, il ne verra pas le phi. Bon, alors ces macros select first, select second, elles existent déjà dans Noyo LaTeX, elles ne portent pas ce même nom. Elles s'appellent... C'est peut-être mieux d'ailleurs comment c'est appelé, c'est first of two. Voilà, elles sont définies à la ligne 137 et 138 ici. Elle s'appelle first of two, c'est une macro privée puisqu'il y a un arrobase ici, pareil pour second of two. Elles sont déclarées longues, ça veut dire que dans les arguments de ces deux macros peut se trouver la primitive par. Bon, alors nous ce qu'on va faire, on va les mettre dans une zone où dans le préambule, on va se placer. Hop, je vais remettre toutes ces macros là-haut. Et au lieu de mettre Select First et Select Second, je vais mettre First of Two et Second of Two. Voilà, ça, c'est la vraie macro ifempty telle qu'on peut l'avoir dans de nombreux packages quand on programme. Elle est fiable parce qu'elle teste avec ifcat et elle marche dans tous les cas, même s'il y a un relax dans l'argument dont on veut tester s'il est vide ou pas. Et elle est un peu terminale en quelque sorte parce que les codes vrais et codes faux sont exécutés en dehors du champ d'action du test. Il ne voit pas le else, il ne voit pas le phi. Voilà donc une macro ifempty qui va nous rendre de fiers services. Alors on va s'arrêter là pour cette fois-ci, on va dire qu'on a à peu près fait le tour de tous les prérequis, c'est pas vrai mais bon, de tous les prérequis nécessaires pour programmer en tech. Il en manquerait un essentiel, on a vu le stockage d'informations, le développement et les tests. Ce qui nous manque en fait, c'est comment faire une boucle en tech, puisque il n'y a rien, il n'y a aucune primitive de tech qui permet de façon codée en dur comme ça de faire une boucle quelle qu'elle soit. C'est donc au programmeur de se construire ses propres boucles, c'est un point qui est assez délicat. Donc on ne va pas l'aborder dans ce chapitre-là, on verra peut-être sur des exemples plus tard comment programmer ses propres boucles. Donc on va dire que c'est tout pour cette fois-ci, et on va se dire à la prochaine fois, pour cette fois-ci vraiment programmer en tech, et non plus faire des petits bouts de code comme ça pour apprendre des prérequis.